Nationale d'Île-de-France. Donc voilà, je suis co-secrétaire avec Benjamin Bibas qui ne pouvait pas être là ce soir. Et au passage, je veux saluer Françoise Alamartine qui était l'ancienne co-secrétaire et la remercier pour tout le boulot qu'elle a fait pendant des années sur cette commission. Ce soir, en fait, du 9 au 13 juin, la ville de Nice a accueilli la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC 3, co-organisée par la France et le Costa Rica. Elle a réuni des dirigeants, des scientifiques, des représentants de la société civile, du monde économique, venus de plus de 120 pays afin de tenter de répondre à la question de la protection des océans. Cette question est d'autant plus vitale que les océans qui jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat et qui sont le réservoir de précieuses ressources font l'objet de menaces majeures. Ça, on est tous convaincus, on est écolo, dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité marine, surexploitation, pollution. On a pensé avec la commission, l'autre commission que présente Bien. Bernard, maire et littoral, qu'une visioconférence pour dresser un premier bilan serait intéressant pour écouter. Donc ce soir, on écoute Mathilde Olivier, qui est sénatrice, hein, sénatrice des Françaises et des Français de l'étranger, qui a été porteuse d'une proposition de loi visant à mieux protéger les écosystèmes marins. Et Gauthier Carle, Gauthier qui est directeur général adjoint et responsable des plaidoyers de la plateforme Océan et Climat et coordonnateur des ONG du comité France-Océan. Donc les deux se présenteront. Comme je disais, c'est la commission Transnat et la commission mer et littoral qui vous sont conviés ce soir. Et donc je vais laisser la parole à Bernard Martin qui lui aussi a pas mal de connaissances sur les océans, en tout cas moins que moi, qui n'en ai pas, mais justement, on aura plein d'infos ce soir. Je te passe la parole, Bernard. Ok, merci. Moi, je vais te dire, tu sais, nous sommes comme des gouttes d'eau dans l'océan, donc un peu de gouttes d'eau connues ou beaucoup. Bon, mes amis, il y en a beaucoup d'entre vous là que je connais. Merci d'être présents. Merci bien sûr à Gauthier, Olivier, et puis à Mathilde, Karl plutôt, et à Mathilde Olivier d'être présents. Je vais rapidement brosser quelques points d'attention sur lesquels cette conférence qui a pour objectif d'améliorer la santé de l'océan a porté. Et je serai loin d'être exhaustif, mais ça nous semblait important quand même de resituer un certain nombre d'éléments, sachant que les chercheurs considèrent que l'état de l'océan est dans un état dramatique. Donc il y a eu, bon, en termes de chiffres, très rapidement, hein, 64 chefs d'État et de gouvernement, 115 ministres, 28 ONG, 12 000 délégués. Alors, différents sujets ont été abordés. Vous avez le traité sur la haute mer, hein, dit BBJM, et notamment ce traité qui porte sur la zone en dehors, au-delà de la zone économique exclusive et du plateau continental, grosso modo au-delà des 300 kilomètres, où les États n'ont pas de compétences. Et l'espoir qui était fondé au départ, c'était que 60 États ratifient et on est à 50 États, mais de manière à ce que ce traité commence à pouvoir vivre sa vie à partir de 2026. Vous avez la question de l'exploitation des grands fonds marins avec l'autorité internationale des grands fonds qui travaille sur un projet de règlement international auquel le président américain tente de se soustraire en considérant que, un peu comme sur d'autres sujets, il peut décider ce qui se passe dans les eaux internationales en autorisant une société canadienne que je ne nommerai pas éventuellement d'exploiter, sachant que cette société canadienne est dans une situation économique pas terrible. Vous avez aussi ce qu'on appelle l'accord Fiche 1, hein, fiche comme poisson, bien sûr. L'objectif, c'est la fin des subventions à la pêche, mais à la pêche illégale. Celle qui est illicite, non déclarée, réglementée. Vous avez eu aussi le sujet des droits des marins avec la sécurité des marins et notamment, je ne citerai pas tous les éléments, la Convention internationale de l'Organisation internationale du travail pour les navires de pêche, qui est la Convention 188. Mais vous avez aussi des acteurs qui s'introduisent de plus en plus directement, avec quelques jours avant 2000 scientifiques
qui se sont réunis et ont produit des recommandations transversales et avec des sous-thèmes, hein, la mission Neptune, la mission Space 4 Océan, où la dimension spatiale s'introduit de plus en plus dans la connaissance de l'océan planétaire, que j'ai toujours nommé ainsi, hein, je considère qu'il y a un seul océan, mais aussi un élément qui s'appelle le baromètre Starfish, où tous les 8 juin, à partir de cette année, nous aurons un état de l'océan, des pressions humaines et des impacts que ces pressions humaines exercent sur celles-ci. Vous avez aussi une plateforme internationale pour la durabilité de l'océan, etc. Alors, dans les acteurs qui s'introduisent, il me semblait important de dire, il y a les parlementaires, sans doute que Mathilde nous en parlera, il y a une initiative, enfin, sur le plan mondial. Vous avez les universitaires, les universités, il y en a eu 140 qui se sont réunis. Bien sûr, un acteur depuis toujours qui pousse, ce sont comment dire, les peuples autochtones, mais vous avez aussi dorénavant Women Action for the Ocean, bien sûr, les femmes marins et les jeunes. Il y avait 30 organisations de jeunes. Et différents sujets, j'en prends quelques-uns. La protection des requins des raies qui sont en voie de disparition. La pollution sonore, vous saviez que c'est un vrai gros sujet important, notamment en Méditerranée par exemple. Mais aussi, et on va commencer à approcher sur des sujets, les méthodes de pêche. Par exemple, le Danemark a annoncé l'interdiction dans sa zone économique exclusive du chalutage de fond. On va s'interroger sur la France, hein, et c'est pas moi qui vais répondre. On a Mathilde qui est là. Les aires marines protégées, hein, on a la Polynésie française qui est un acteur majeur et qui permet a priori de passer de 8%, de 8 à 10% des aires marines protégées. Mais c'est quoi une aire marine protégée? Hein, on aura heureusement à nouveau Mathilde Olivier, sans compter donc Gauthier pour tout ce qui est la dimension internationale. Donc à nos invités, je vais poser la question suivante. Que pense-t-il d'abord de ce sommet? Que peuvent-ils nous en dire? Alors, d'une part, sur un plan international et d'autre part, sur un plan national. Voilà, ce sont des sujets. Vous avez eu un spectre large. Il aurait pu être beaucoup plus large, mais on souhaite que nos deux invités aient à la fois un maximum de temps d'expression et que vous-même, vous puissiez, dans le chat, hein, dans un premier temps, et si on peut, en direct, comme nous étions mis d'accord avec Annie, voilà, co-animatrice que je salue à nouveau. Voilà, ben écoutez, peut-être Gauthier, tu veux commencer? Oui, bien À sûr. toi. Merci beaucoup. Ravi de faire votre connaissance. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui pour faire le bilan ou en tout cas tenter de dresser une première analyse de cette conférence qui, comme vous le disiez, était une conférence internationale mais avec une prise nationale parce qu'elle était présidée par la France et elle s'est déroulée à Nice. Et donc, je laisserai Madame la sénatrice Olivier revenir sur la dimension nationale des annonces qui ont été faites. Je me concentrerai sur la dimension internationale puisque donc je suis directeur adjoint de la plateforme Océan et Climat, une ONG réseau qui est forte d'environ 115 membres, ONG, instituts de recherche, fondations, organisations internationales, muséums, aquariums et qui fait depuis 2014, depuis un peu avant l'accord de Paris, du plaidoyer au sein des conventions internationales au sein de ces fameux COP pour le climat, vous savez, qui se réunissent chaque année, mais également sur la biodiversité, qui se réunissent tous les 2 ans. Donc, association qui fait du plaidoyer, qui vise à fédérer un peu la communauté océan et faire en sorte que l'océan soit mieux reconnu dans ces traités internationaux. Et donc, effectivement, l'un des rendez-vous importants, cette année à Nice, en 2025, c'était sa troisième édition, c'est cette fameuse UNOC, Conférence des Nations Unies sur l'océan, donc une conférence qui est organisée par les Nations Unies, qui en l'occurrence était coprésidée par la France et le Costa Rica, avec un agenda qui a quand même été très fortement défini par la France. Puisque si l'objet initial d'une telle conférence, c'est de faire le point sur ce qu'on appelle l'objectif du développement durable 14, vous savez, ces fameux ODD de l'agenda 2030, euh, en réalité, les conférences précédentes n'avaient pas eu de véritables avancées, de véritables portées politiques, et ici, le président de la République avait annoncé partout vouloir en faire une COP de l'océan. Donc tout de suite, c'est un premier point d'attention. On ne peut pas parler de COP de l'océan parce qu'il n'y a pas de traité derrière la conférence des Nations Unies sur l'océan. Et donc ça permettra justement, on va tenter justement de l'analyser au prisme
voilà, du cadre dans lequel elle est, qui est finalement un cadre assez mou et qui dépend vraiment de la volonté politique et du portage qu'en a fait la France, et notamment l'envoyé spécial du président de la République, Olivier Poivre d'Arvor, pour cette conférence. Simple contexte rapide, si elle entend répondre à la question de la protection de l'océan, elle entend donc répondre à cinq grandes pressions qui pèsent sur l'océan. La première, c'est évidemment ce que nous dit l'IPBES, vous savez, ce pendant du GIEC pour la biodiversité, c'est la surexploitation des ressources, et la surexploitation des ressources, c'est avant tout la surpêche. Le second facteur de pression, c'est les pollutions dans toutes leurs dimensions, qu'elles soient plastiques, qu'elles soient aux hydrocarbures, qu'elles soient également sonores ou lumineuses. Le troisième facteur de pression, c'est évidemment le changement climatique avec les conséquences qu'on lui connaît, une eau qui s'acidifie, donc qui rend plus difficile pour un certain nombre d'écosystèmes, un certain nombre d'espèces de survivre ou de développer leurs coquilles calcaires, une eau qui se réchauffe avec des déplacements d'espèces, les blanchissements des récifs coralliens, une eau qui dont le niveau monte en raison du réchauffement et de la fonte des glaciers, et puis cet effet entretenu de l'albédo, puisque à mesure que les pôles fondent, la surface de la Terre devient plus sombre, elle capte donc d'autant plus de chaleur, et donc un réchauffement qui est accéléré. Bref, évidemment, et avec d'autres facteurs de pression que sont les espèces invasives et l'artificialisation du milieu marin, parce qu'on y construit toujours plus, et c'est un milieu qu'on artificialise toujours plus à mesure qu'on le connaît. Euh, et donc évidemment, ça fait énormément de défis pour une telle conférence, sachant que les précédentes avaient jusqu'à présent peu de portée. Donc je pense que la question qu'il faut qu'on se pose, c'est pas de se demander si la conférence est un succès ou un échec, parce que je pense que ce sera très dur de mesurer radicalement le succès ou l'échec. C'est de se poser la question de l'héritage de cette conférence. C'est est-ce que cette conférence est à la hauteur de l'urgence écologique? Est-ce qu'il y a des mesures vraiment transformatrices? Et est-ce qu'elle va laisser un héritage? Et est-ce que cet héritage pourrait être poursuivi, porté lors des prochaines conférences? Alors pour commencer, vous l'avez dit, Bernard, vous avez cité quelques chiffres. 64 chefs d'État, 28 responsables d'organisations onusiennes, 115 ministres. Ça, c'est inédit pour un sommet sur la biodiversité depuis 1992 et Rio, mais c'est d'autant plus inédit pour l'océan puisque c'est la première fois qu'il y a une présence politique avec autant de chefs d'État à l'UNOC. Donc, enfin, dans une conférence internationale dédiée à l'océan. Donc, ça peut être un succès. On espère que cette attention ne va pas décroître et continuera lors des prochaines éditions. Mais ça montre en tout cas un intérêt et un effort diplomatique de la France d'avoir réuni autant de chefs d'État sur la question. L'un des vrais succès de l'UNOC, comme je le disais, il n'y a pas de traité derrière. Mais ce qui a plutôt bien fonctionné, c'est que l'UNOC a permis d'accélérer finalement des négociations qui avaient lieu dans d'autres cadres internationaux. Donc, a permis d'accélérer, par exemple, la ratification de ce fameux traité que vous appelez BBNJ, c'est le traité sur la haute mer. Donc, il faut savoir que la haute mer était jusqu'à présent une zone de non-droit. La haute mer, c'est au-delà de 200 milles, ce qui n'est pas régi par la Convention de Montego Bay, et jusqu'à présent, il n'y avait pas de règles, en somme. Il y a un traité qui a été signé, le traité sur la haute mer, l'heure est aujourd'hui à sa ratification pour en permettre la mise en œuvre. Pour le ratifier, il fallait 60 États. Et il faut dire que grâce à tout le réseau diplomatique français qu'on connaît avec tous ces postes dans les ambassades, il y a eu une vraie accélération et une priorité dans chacun de ces postes pour permettre de rallier des États et d'accélérer la ratification. Donc il est désormais permis d'espérer, on a un peu plus de 50 pays qui ont ratifié, il est désormais permis d'espérer d'avoir les 60 dans les prochaines semaines, prochains mois, et donc une entrée en vigueur du traité en 2026. Attention, l'entrée en vigueur, ce sera un sujet autrement plus complexe, puisque il s'agira de s'entendre avec tous les États sur potentiellement la création d'aires marines protégées, et la sénatrice Olivier y reviendra, mais déjà en France, c'est très compliqué d'avoir des aires marines protégées effectives, alors je n'ose pas imaginer comment ce sera difficile à l'international. Ce sera aussi la question de comment est-ce qu'on va partager les ressources génétiques marines de la recherche, voilà, et bien d'autres sujets. Mais donc, premier quand même succès, cette accélération de la ratification, une mise en œuvre rapide, mais le défi, ce sera vraiment la mise en Ah œuvre. non, mais c'est pas ça. Autre sujet, bonjour Mika. Euh, autre sujet, le, l'élargissement du soutien au moratoire des fonds profonds. Et vous savez que se négocie à l'autorité internationale des fonds marins une un code minier régissant les conditions ou non de l'exploitation de ces fonds marins dans lesquels il y aurait des nodules polymétalliques. Alors j'essaie de simplifier, c'est d'autant en plus c'est pas un sujet dont je suis expert, mais donc l'idée c'est qu'aujourd'hui il y a un certain nombre d'États qui s'opposent
fermement à l'idée d'aller exploiter ces fonds marins parce que ceux-ci contiennent du carbone, parce qu'on n'est pas certain de pouvoir le faire sans impacter durablement, voire irrémédiablement la biodiversité. Et il est vrai que la France est assez porteuse en l'exemple. C'était le seul résultat du précédent UNOC, c'était lorsque le président de la République, lors de la conclusion, s'était déclaré favorable à un fameux moratoire face à l'exploitation des fonds profonds. En, le fait que l'on bloque finalement ce code minier et qu'on n'aille pas exploiter les fonds marins, grâce à l'UNOC, on a un certain nombre d'États qui ont rejoint une coalition. Je crois qu'ils sont aujourd'hui plus d'une trentaine, entre 30 et 40. On voit encore l'intérêt de l'UNOC d'élargir des coalitions. Et l'UNOC, dans le même sens, par exemple, en ce moment se négocie un traité plastique dont la tournure n'est pas des plus optimistes, avec des États comme l'Arabie Saoudite qui sont assez réticents. Mais l'UNOC a aussi été l'occasion pour 96 États de signer une déclaration pour un traité plastique ambitieux. Donc il faut voir ça comme ça quand même, se sont rencontrés à l'UNOC, enfin voilà, en tout cas, des délégations, des États, des coalitions ont pu se renforcer, des ratifications ont pu être accélérées. Donc, voir l'UNOC comme un peu un accélérateur, un facilitateur. L'UNOC, ça a été aussi le lieu de rencontre entre société civile et décideurs, parce que ne viennent pas que les délégations, les chefs d'État, mais viennent aussi les ONG, et c'est l'occasion d'avoir des initiatives innovantes qui voient le jour. Je vais vous en citer deux. La première, c'est la Coalition pour un océan silencieux, qui a été montée par IFO, qui est une organisation qui travaille sur la pollution sous-marine. Grâce à l'UNOC, elle a réussi Barouch. à rassembler à peu près 36 Oui. États en faveur d'un océan silencieux. Et puis, nous, à la plateforme, ce qu'on a lancé avec la France, le Brésil, rejoint par 7 autres pays, parmi lesquels Palau, les Seychelles, la Belgique, on a lancé ce qu'on appelle le Blue NDC Challenge. Les NDC, c'était... ce sont les engagements que les États soumettent à la COP de Paris pour respecter les engagements, à la COP climat pour respecter les engagements de l'accord de Paris. Et donc, on a lancé ce petit défi à ce groupe d'États qui va s'élargir progressivement, d'intégrer plus les solutions océans dans leur stratégie d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Donc, encore une fois, ça va dans le sens de mieux reconnaître l'océan dans ces conventions internationales et dans les actions qu'entreprennent les États pour limiter le changement climatique. Il y a également un héritage dont il s'agira de suivre les conclusions, un héritage avec la transformation ou le lancement d'initiatives scientifiques. Je pense à Mercator Océan International, qui est un fleuron français basé à Toulouse, qui fait notamment ce qu'on appelle, qui tente de produire avec l'aide de l'Europe et de Copernicus le jumeau numérique de l'océan, c'est-à-dire un jumeau numérique alimenté par des données climat et de plus en plus biodiversité, de ce qui se passe en temps réel de l'océan, qui permet de décrire des tendances, d'être très visuel et qui potentiellement sera un jour un outil d'appui technique à la décision. Mercator International est devenu une organisation intergouvernementale. Alors pour ce faire, il faut 2 États qui ratifient un traité. Il y en a 2, mais il y en a d'autres qui devraient venir puisqu'il y a une note d'intention qui a été signée par 16 États. Et donc Mercator va passer du statut d'entreprise à véritablement une organisation intergouvernementale. Et donc voilà, c'est intéressant à cet égard. Et puis 2 choses, effectivement. Et là, il faut encore une fois reconnaître l'ambition française. Ça a été que l'UNOC a été précédé de 3 pré-sommets gérés par les France et non plus par les Nations Unies. J'en citerai 2. Le premier, c'est le One Ocean Science Congress, un congrès scientifique qui a été coordonné par le CNRS et l'IFREMER, qui a réuni plus de 2000 scientifiques qui ont écoutez, adresser des recommandations scientifiques aux chefs d'État présents à l'UNOC, des recommandations qui étaient de qualité, hein. Bon, on verra si elles sont prises en compte. Le président de la République a dit en ouverture de l'UNOC de manière très forte que la science n'est pas une opinion. Ça pourrait être questionné sur les aires marines protégées, mais en tout cas, voilà, des recommandations de qualité qui font consensus, et je pense qu'il s'agira de suivre si elles sont effectivement ou non suivies. Mais ce qu'on peut retenir, c'est le lancement d'un baromètre Starfish intéressant, un baromètre sur l'état de santé de l'océan. Alors, l'idée initiale, c'était, vous savez, pour le climat, il y a cet indicateur du 1,5 degré Celsius. Est-ce qu'on est capable d'avoir un indicateur qui nous donne un peu un témoignage de la bonne santé de l'océan? C'est très difficile parce que c'est multidimensionnel. C'est difficile d'avoir un seul chiffre, une seule information, mais ce baromètre Starfish prend en compte par exemple la hausse du niveau de la mer, donne des informations sur le nombre d'espèces en voie de disparition et sur un certain nombre d'autres informations, et il sera réédité chaque année et il permettra sans doute voilà,
Alors, soit on a des actions transformatrices qui sont prises et il permet de constater que l'érosion de la biodiversité et le changement climatique s'inversent, mais j'ai bien peur que ce soit un baromètre supplémentaire pour constater l'inertie de nos politiques et leur inaction. Mais bon, l'initiative était des plus intéressantes. Et enfin, là, plus intéressant encore, la plateforme Océan et Climat, avec la ville de Nice, a organisé le sommet Ocean Rise and Coastal Resilience sur la hausse du niveau de la mer. Et là, c'est une véritable novation, puisque ce sommet a eu vocation à inviter 1200 délégués, 450 maires, gouverneurs, chefs de gouvernement, petits États insulaires pour lancer une coalition sur l'adaptation à la hausse du niveau de la mer. C'est la première fois que ces maires, ces chefs de gouvernement locaux participent à une conférence internationale, sont représentés et peuvent porter collectivement cet enjeu de l'adaptation. Et la coalition sera abritée par les Nations Unies, par un organisme onusien placé directement auprès du secrétaire général qui est Antonio Guterres. Donc, on espère que cette coalition permettra de travailler sur différentes dimensions et notamment de débloquer des financements internationaux à destination de l'adaptation des villes face à cette hausse du niveau de la mer. Donc, vous savez qu'elle est inéluctable, dont on mesure qu'elle va de plus en plus vite et dont on estime qu'elle pourrait dépasser 1 mètre en 2100. Donc ça, voilà, caractère innovant avec la présence de nouveaux acteurs dans ces conférences internationales. Maintenant, évidemment, euh, il y a de très nombreuses limites et d'écueils à cette UNOC. On est face à des petits pas, rien de transformateur. Et évidemment, et on n'est pas à la hauteur de l'urgence écologique. Les engagements des États sont des engagements qui sont finalement volontaires euh, et pas contraints, et il sera difficile d'en faire le suivi, mais on pourra y revenir. L'exemple typique, c'est que le produit politique initial concret de Nice, c'était une déclaration de Nice sur un modèle très business as usual, négocié en amont par les États. Et finalement, si vous lisez cette déclaration, elle se borne à citer et à rappeler un certain nombre d'engagements pris par les États dans diverses conventions internationales. Et donc, avec rien de novateur, pas de nouvelle annonce. Le caractère novateur, il est venu des engagements volontaires ici de Nice, où la France a sorti les fameux commitments pour l'océan de Nice, où on voit tous ces engagements volontaires. Il s'agira d'en faire le suivi. Les initiatives que je vous ai partagées relèvent de ces engagements volontaires. Maintenant, l'heure est à la redevabilité, hein. Il s'agira de mesurer les annonces qui sont effectivement nouvelles ou pas, celles qui procèdent du recyclage, et puis de s'assurer qu'elles soient effectivement mises en œuvre. Et puis, je vous partage, nous, notre grille de lecture en tant que plateforme Océan et Climat. C'est que, comme je le disais, sachant que c'est une conférence qui n'est adossée à aucun traité, nous aurions espéré, ou en tout cas nous espérerions, qu'à l'avenir, ce type de conférence puisse permettre justement de travailler aux synergies entre les cadres de gouvernance de l'océan. Donc, je vais essayer de sortir du langage techno, mais la gouvernance de l'océan, aujourd'hui, elle est très, très fragmentée. Euh, il y a la Convention de Montego Bay qui régit ce qui se passe dans les zones économiques exclusives, je vous le disais, il y a un traité sur la haute mer, il y a l'autorité internationale des fonds marins qui régit ce qui se passe sur le fond, il y a des cadres de gouvernance pour les pôles, l'océan est également pris en compte à la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, à la Convention sur la diversité biologique, et toutes ces conventions onusiennes ou organes onusiens ne se parlent pas nécessairement, ne font pas nécessairement de pont entre chacun. Et à notre avis, l'intérêt d'une telle conférence, ça pourrait être, mais ça suppose une forte préparation hein, sur le fond, ça pourrait être de travailler à renforcer les synergies entre ces différentes conférences. Ces synergies, on le voyait jusqu'à présent avec les rapports du GIEC et de l'IPBES qui étaient en silo. Vous aviez les rapports du GIEC sur le climat, les rapports de l'IPBES sur la biodiversité. Ils se mettent à travailler ensemble, à travailler sur des rapports conjoints. Bon, ben, on attend de ces conventions internationales qu'elles renforcent les liens entre eux pour qu'il y ait plus de cohérence dans ces politiques publiques. Et pour l'UNOC 4, ce pourrait être un défi que de travailler à cet égard et de réunir l'ensemble des agences onusiennes autour de la table et de travailler à renforcer ces synergies pour mieux protéger l'océan. Voilà, donc un bilan mitigé, il y aura un héritage certain, il sera à suivre, on espère que ça s'essoufflera pas lors de l'UNOC 4. Et puis si on devait être plus critique, mais je crois que la sénatrice Olivier le sera, c'est sur le volet national où l'on attendait un peu plus sur les aires marines protégées. Merci. Merci Merci. Gauthier. Mathilde, à toi.
Merci et merci pour la transition, Gauthier, et pour tout le panorama que tu nous as dressé sur le volet international. Et en effet, à l'échelle française, que ce soit nous d'un point de vue politique, les écologistes, mais aussi de nombreuses ONG, on avait décidé de se saisir de ce moment international qui se passait en France pour essayer de faire avancer des grandes politiques que l'on souhaitait pousser à l'échelle française et notamment sur les aires marines protégées. La France, elle s'est fixé des grands objectifs à l'échelle française, mais aussi à l'échelle internationale, de protection de 30% de ses eaux, dont 10% en protection stricte. Et Emmanuel Macron, en 2022, lors d'un sommet d'une conférence à Brest, avait indiqué que là, ça y est, la France avait atteint 33% de ses eaux en aire marine protégée. Et donc avait fait ce grand effet d'annonce dont certains se souviennent. Et puis, les années avançant, en fait, un certain nombre d'études ont montré que cette protection ces aires marines protégées en France, en fait, elle ne l'était pas vraiment. Alors, je parle de 2022, mais déjà avant, il y avait de nombreuses initiatives qui avaient été mises en place pour qu'on ait un réseau cohérent d'aires marines protégées. J'y reviens pas. Je pourrais revenir si vous avez des questions plus particulières là-dessus. Mais je me concentre là sur l'actualité plus récente. Nous, ce qu'on demandait donc, c'est des aires marines réellement protégées avec la question des 30% d'aires marines protégées, sachant qu'une grande partie de ces 30% d'eau territoriale, mais en fait, dans la réalité, une grande partie d'entre elles, elles n'ont même pas de plan de gestion. Donc, à partir de là, elles ne peuvent pas vraiment être considérées comme particulièrement protégées. Et puis, un certain nombre d'entre elles, en fait, autorisent toutes les activités les plus destructrices et ne correspondent donc pas aux standards internationaux. J'y reviens dans un instant. Et puis 10% en protection forte slash stricte, et c'est plutôt là-dessus que je suis revenue dans ma proposition de loi. En fait, la France, elle parle d'une protection forte à la française, qui était... Il y a deux grands termes qui ont été ceux du gouvernement français, c'est la protection forte à la française et la protection, les aires marines protégées au cas par cas, qui ont été quand même les deux gros éléments de langage qui ont été utilisés par les différents membres du gouvernement. La protection forte à la française, en fait, elle ne correspond à aucune vraie définition internationale de ce que serait une protection forte stricte. Nous, ce qu'on porte et ce que portent les scientifiques à l'échelle française, à l'échelle internationale et en cohérence avec les standards internationaux qui sont fixés par l'UICN qui fixe ce qu'est une aire marine protégée avec différents niveaux de protection, c'est de dire il nous faut 10% en protection stricte. Stricte, ça veut dire des zones dans lesquelles il n'y a aucune pêche. Donc, et aucune autre activité qui peuvent extractives ou qui ont un impact sur les écosystèmes marins. Donc 10% où, en gros, on laisse la nature tranquille. La protection forte telle que définie dans le droit français aujourd'hui, elle est définie par un décret qui a été pris en 2023 ou 2022 et qui en fait indique que les activités destructrices seraient évitées dans ces zones mais donc qui est interdite ou évitée, mais en fait qui laisse une certaine marge de manœuvre d'interprétation de ce qui serait vraiment évité dans ces zones et donc qui ne correspondent pas aux standards internationaux que nous sommes fixés de 10% en protection stricte. Et donc ce que j'ai essayé de faire avec cette proposition de loi que j'ai déposée au Sénat, c'était que nous définissions vraiment la protection stricte selon les standards internationaux dont dont je vous ai parlé. Et puis après, je revenais sur deux autres aspects, j'y reviens dans un deuxième temps, euh, euh, qui sont importants aussi dans le débat sur la pêche au chalut et sur l'interdiction des bateaux industriels proches de nos côtes. Mais donc sur les aires marines protégées, les annonces que nous a fait le gouvernement pendant l'UNOC, qui étaient très attendues, et bien en fait, globalement, ça a été que on atteint nos objectifs avec la mise en place de grandes aires marines protégées en Polynésie française, donc qui sont les annonces qui ont été faites par le président polynésien qui disait en gros toute la zone économique toute la zone économique exclusive de la Polynésie serait une aire marine protégée et 10% en gros de ces eaux seraient Raphaël, on t'entend, seraient des aires marines protégées en protection stricte.
Et sur le territoire national, on nous parle d'aires marines protégées qui couvriraient en gros 4% du territoire. Moi, j'ai pas encore vu les cartes, j'ai pas encore eu le temps d'analyser les cartes. Peut-être que Gauthier pourra en dire un mot dans un second temps. Mais les analyses qui ont été faites par un certain nombre d'ONG, c'est qu'en fait, les aires marines protégées qui ont été annoncées par le gouvernement français, ben, en fait, elles correspondent soit à des zones dans lesquelles les pressions, notamment de pêche, sont aujourd'hui peu élevées, soit, ouais, enfin, principalement ces zones-là qui ont été annoncées. Et dans la proposition de loi que j'avais faite, on avait un peu anticipé ça. Et on avait demandé à ce que ce soit 10% d'aires marines protégées par façade maritime. Donc en gros 10% d'aires marines protégées sur la façade de la Manche, 10% sur l'Atlantique, 10% Méditerranée, et puis ensuite par bassin, pour les territoires d'outre-mer, 10% aussi en protection stricte. Ce qui était, d'après les scientifiques, je pense qu'en tant qu'écologistes, on est toujours attaché à suivre les recommandations des scientifiques. Et ce que beaucoup de scientifiques nous ont dit comme l'une des mesures qui serait aujourd'hui la plus efficace pour répondre aux pressions en fait très importantes qui sont exercées sur les écosystèmes et aussi répondre à en fait une forme de politique inflationniste qui a encore été le cas à Nice avec les annonces d'Emmanuel Macron, en fait d'annonces d'aires marines protégées. Donc avec des gouvernements qui annoncent des grandes aires marines protégées et qui, en fait, dans la réalité de leur mise en œuvre, en fait, ne le mettent pas en œuvre. Et donc, le fait de parler d'aires marines protégées en protection stricte, qui répond à des critères qui soient bien définis, bah, c'est aussi une manière de contrer ça et en fait de mettre en place des aires marines protégées réellement protégées, ce qui nous permet en plus, à nous et aux scientifiques dans un deuxième temps, de pouvoir prouver l'efficacité de ces aires marines protégées et de montrer qu'en fait, le fait de mettre en place des aires marines protégées, bah, c'est efficace. Et c'est l'un des obstacles auxquels on s'est heurté, notamment par les lobbies de la pêche industrielle, là, pendant ce sommet à Nice, c'est de nous dire oui, mais les aires marines protégées, est-ce que ça fonctionne vraiment sur la façade atlantique? Les espèces, elles sont migratrices, enfin voilà, elles migrent. Et donc, en fait, vous allez mettre en place des aires marines protégées, mais les grands poissons, ils seront plus présents dans ces espaces. Et en fait, ça a un impact qui est limité, alors qu'en fait, les exemples à l'échelle internationale d'aires marines strictement protégées qui fonctionnent nous montrent qu'en fait, ça a un effet très bénéfique sur la biodiversité, sur les écosystèmes marins, là où elles sont mises en place. Donc, c'est ce qu'on a essayé de pousser à travers cette proposition de loi qui n'a donc pas été adoptée au Sénat. On s'y attendait un peu, à vrai dire, hein, que dans le Sénat actuel qu'on connaît très conservateur, cette proposition de loi ne passe pas. Mais quand même dans un contexte qui a été, enfin, c'était quand même vraiment décevant la manière dont s'est passé ce débat au Sénat. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, pardon, était encore à Nice ce jour-là. Et donc on a eu un ministre qui n'y connaissait pas grand-chose aux océans. C'était le ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, dont on aurait pu espérer qu'il suive justement les recommandations des scientifiques, mais ça n'a pas vraiment été le cas et dans un hémicycle assez vide, avec du côté des conservateurs, les principales personnes qui travaillent sur ces questions et qui portent la position de la droite sénatoriale sur les questions de pêche, qui sont globalement alignées avec ceux de la pêche industrielle, qui n'étaient pas présents en hémicycle ou qui sont partis qu'on ait vraiment ce débat. Et donc que nous n'avons pas non plus pu mettre face à leurs responsabilités, mais ce texte, il avait quand même pour objectif cet objectif-là de montrer qu'en plein pendant le sommet de l'UNOC, alors que l'une des avancées sur les aires marines protégées, ça a été que enfin ce terme d'aire marine protégée en protection stricte soit mentionné par le président de la République, soit mentionné par Agnès Pannier-Runacher, qui jusqu'ici restait sur cette protection forte floue. Eh bien, maintenant, nous parle de protection stricte. Et là, on proposait une proposition de loi qui, justement, permettait de clarifier les termes, et celle-ci n'a pas été acceptée et a été rejetée par le gouvernement. Et donc voilà, pour nous, c'était aussi un petit peu voilà, c'était l'occasion d'essayer de pousser d'abord en amont et puis pendant la proposition de loi, pendant la discussion, le gouvernement à s'aligner entre ces grands objectifs internationaux,
et puis la réelle protection dans ces eaux françaises. On continuera bien sûr le combat pour que ces aires marines protégées, eh bien, elles soient vraiment mises en place. Mais voilà, c'est sur cette première étape, voilà, ça a été un peu décevant. Mais là, un des points que je voulais encore mentionner, c'était que ça, c'était l'une des parties de ma proposition de loi. Et puis la stratégie, ça avait été de parler de deux autres sujets. D'abord de la pêche, de la pêche au chalut et de la pêche au chalut de fond notamment, qui est l'une des techniques de pêche qui est aujourd'hui les plus destructrices, qui détruit les fonds marins pour le chalut de fond, qui détruit, enfin, qui pêche tout ce qu'il y a dans la colonne d'eau pour le chalut pélagique et qui ont des impacts donc très très importants sur les écosystèmes, enfin, voilà, sur les écosystèmes marins. On a 94% des fonds marins dans les eaux territoriales hexagonales qui sont détériorés aujourd'hui. Et ça, et bien sûr que la pêche au chalut a sa part de responsabilité importante dans cette détérioration des fonds marins. Et donc l'idée, c'était de porter ce débat-là. On a besoin aujourd'hui de réfléchir à une transition de cette pêche, malgré voilà, les lobbies très importants qui aujourd'hui encore soutiennent cette pêche au chalut. Mais que ce soit d'un point de vue environnemental, bien sûr, c'est un non-sens, mais aussi d'un point de vue, pour nous, économique, d'un point de vue social, c'est une pêche qui aujourd'hui n'est plus durable, qui repose sur des subventions publiques importantes, qui a une consommation de carburant qui est très importante. Aujourd'hui, 30% de la pêche au chalut, 30% de son chiffre d'affaires, c'est le carburant. Et donc, en fait, qui ne nous permet, et qui est une pêche qui n'est pas sélective, et donc qui a un impact très important sur les ressources avec 30-40% de pêche accessoire, c'est-à-dire d'espèces que les pêcheurs ne ciblaient pas et qui ont été pêchées et qui sont potentiellement rejetées ensuite à la mer. Et voilà, et qui donc représente un impact très important. Et puis un dernier point qui était celui que j'avais pour objectif de faire passer, mais aussi qui était celui qui permettait le plus de, de mettre en évidence les accointances de la droite sénatoriale avec la pêche industrielle, qui était l'interdiction des bateaux de plus de 25 mètres dans la bande des 12 000. Donc 12 000, c'est à peu près 20-25 mètres, 20-25 kilomètres, pardon. Et donc, on demandait à ce que ces bateaux de plus de 25 mètres, qui sont en gros des bateaux usines, de la pêche industrielle, notamment dans la Manche, où on a des bateaux de plus de 100 mètres, qui sont des bateaux pélagiques, des chaluts pélagiques néerlandais qui viennent tout piller dans la Manche, que ces bateaux, ils ne puissent plus pêcher. C'était quand même une mesure plutôt euh, enfin, de bon sens, qui ne puissent plus pêcher dans la bande des 12 000, donc proche des côtes. On disait réservons cette zone aux bateaux de plus de 25 mètres. C'est pas une mesure révolutionnaire. Et même cette mesure-là, eh bien, en fait, la droite sénatoriale a voté contre. C'est une demande qui a été portée par certains comités régionaux des pêches, notamment en Normandie, face au fait qu'en fait les pêcheurs locaux, bah, ils sont face à une pression qui est très importante sur leurs ressources et qu'en fait la pêche locale est en train de s'effondrer sur ces territoires de la Manche. Donc c'est aussi une mesure pour nous de justice sociale autant que une mesure environnementale. Et même cette mesure-là, elle a été refusée. Et donc on continuera à mettre les sénatrices et les sénateurs de ces territoires-là qui vont taper sur l'épaule des pêcheurs en leur disant nous vous soutenons, et qui ensuite, lorsque des propositions de loi permettent de repousser ces bateaux-usines plus loin des côtes, eh bien ne les votent même pas, et bien qu'ils soient face aussi voilà, à leurs électeurs dans ces territoires. Voilà ce que peut-être je m'arrête là. Il y a encore plein de choses à dire, mais l'idée c'est qu'on puisse débattre avec vous toutes et tous ce soir et que vous puissiez nous poser vos questions. Merci Et Mathilde. Je peut-être crois que, je sais que pas, peut-être que ouais, juste Gauthier, ouais. si Gauthier tu voulait veux réagir, hein. Ouais, merci Mathilde. Merci beaucoup. compléter sur les annonces de Macron Hmm. et voilà, et votre analyse. Ouais, avec plaisir, absolument. Sur les aires marines protégées, j'ai coordonné un peu depuis 2 ans les différentes ONG françaises, LPO, WWF, UICN, France Nature Environnement, et on s'était vraiment fixé pour objectif d'avoir une annonce forte sur les aires marines protégées parce que l'inox c'était une fenêtre d'opportunité assez inédite. On a travaillé
de tout bois pour faire du plaidoyer de manière institutionnelle dans les différents lieux qui le permettaient. On a eu des interactions avec des élus et ce sujet est monté, que ce soit à l'Assemblée nationale avec le député Jimmy Pain qui a porté une proposition de loi en ce sens, ou la sénatrice Mathilde Ollivier de l'autre côté. Donc ça montre que ça a infusé et que c'était un peu la première fois que le politique, les élus se saisissaient de ce sujet pour le transformer en proposition de loi. Euh, Dans les médias également, le sujet est monté. On pourra y revenir. C'est quand même une bonne nouvelle. Voilà, c'était l'indicateur du succès français à l'UNOC. L'attente, c'était d'avoir une annonce forte sur les aires marines protégées. Ce qu'a annoncé la ministre en annonçant à peu près 4,8% de zones de protection fortes à la française en France, sur la métropole donc. Ce sont des zones en fait où ils vont interdire le chalut de fond et protéger le fond par rapport aux engins traînants. Donc ce ne sont pas des zones en 3D. Ce sont des zones qui protègent exclusivement le fond, exclusivement des engins traînants. Mais allons plus loin. Ce qui a été ces zones, si on les analyse au cas par cas, en réalité, ce sont des zones soit qui étaient interdites déjà au chalut de fond, soit qui n'étaient pas pêchables par ces engins traînants parce que trop profondes, parce que cassantes, parce que protégées du point de vue du droit européen, comme les écosystèmes marins vulnérables. Bref, en somme, ce ne sont pas des zones où l'on a supprimé une pression de pêche et donc où on va avoir des effets de recouvrement de biodiversité. On a simplement harmonisé ces zones, on les a mises dans le même paquet, on a dit que c'était interdit, ce qui n'est pas non plus catastrophique, puisqu'on sait combien l'homme est avide et combien les techniques peuvent se développer, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais il n'y aura pas de recouvrement de biodiversité parce qu'il n'y a pas de technique impactante qui soit supprimée. Et plus encore, cette protection forte à la française, ne va protéger que le fond, alors que ce que la science démontre, c'est que ce sont les aires marines qui sont protégées en 3 dimensions, donc dans toute la colonne d'eau, qui ont les meilleurs effets. Et là, on a des exemples partout. On a des exemples aux Philippines, mais on a des exemples plus proches, avec la Commission européenne qui, dans sa stratégie pour la biodiversité, demande à ce qu'on ait 10% d'aires marines de ce type, strict en 3D. L'Allemagne s'est fixé un objectif à plus de 10% selon les Länder. Le Danemark a également un objectif de ce style, de ce type, excusez-moi. Effectivement, il y a d'autres pays qui s'en sortent. Et malheureusement, la France se targue de faire de la protection stricte. Elle se targue de le faire en Polynésie française, qui a annoncé 20% de sa ZE, soit plus de 900 000 km² en protection stricte, avec aucune activité en no-take. Mais c'est bien une annonce qui relève de la Polynésie française, et c'est la Polynésie qu'il faut créditer sur ce fait. Néanmoins, ce qu'on peut reconnaître, c'est que dans le dossier de presse qui est sorti, et ça c'est grâce au travail de la sénatrice, grâce au travail des ONG, le mot de protection stricte est apparu. Le ministère assume de ne pas avoir réussi à trouver de la protection stricte en métropole. On a vu l'interview du président de la République également sur France 2, où Laurent Balesta a posé énormément de questions sur le sujet. Donc le sujet est monté. On l'a vu également dans la couverture médiatique très très forte, qu'elle soit française ou internationale, avec le Guardian, le Times, etc., qui ont fait des articles sur le sujet. Donc on peut se réjouir d'avoir fait monter ce sujet. Si on devait avoir une petite victoire ou quelque chose auquel se raccrocher, c'est bien ça. Maintenant, il va falloir battre le fer tant qu'il est chaud. Mais effectivement, l'annonce est insatisfaisante pour ce qui concerne la métropole. Voilà, je voulais simplement compléter comme ça, Mathilde. Merci Gauthier. Je pense qu'on va passer aux questions, Bernard. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, On j'avais t'entend coupé pas. mon micro. Si, si, j'avais coupé mon micro. Oui, tout à fait. Il y a eu quelques commentaires hein, Ouais, sur le chat, notamment celui d'un camarade de Bretagne, hein, Yann Soulavey. Il y a entre 15 et 20 000 aires marines protégées et ça a été soulevé. Hein, la définition varie selon les États, mais c'est pas seulement la définition, c'est les moyens mis en œuvre pour ouais. assurer une véritable protection de ces aires marines. On peut juste souligner, puis après je vais laisser chacun poser des questions, c'est que le Costa Rica, il me semble, a mis en œuvre dans les eaux internationales une aire marine protégée, je dirais, de type international. Et puis, deuxième commentaire, par exemple en Bretagne, que je connais un peu, les pêcheurs eux-mêmes ont su parfois sur certaines zones interdire toute pêche parce que les pêcheurs de la petite pêche, hein, j'entends pêche artisanale, savent très bien que sur un territoire sur lequel ils vivent en permanence, dans lequel ils s'inscrivent dans une culture, ben, de préserver la ressource, c'est fondamental. Donc on peut en faire des alliés. Voilà. Annie, je crois qu'il y a une main levée et je te laisse. Ouh, hop, 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 j'ai pas vu. Donc, Sandrine.
Ok, ce qu'on va faire, c'est si ça vous va, on va prendre trois questions. Je vais vous demander qu'elles soient assez ramassées. Et ensuite, on demande à Mathilde et Gauthier de répondre. Ça vous va? Alors, Sandrine, vas-y. Oui, justement, au comité maritime des façades à Marseille la semaine dernière, la responsable sur la biodiversité parlait de l'augmentation des aires de protection stricte qui passent de 4% à 14% pour l'année 2025 suite à l'UNOC. Est-ce que ces aires marines ne sont que en Polynésie ou est-ce qu'elles concernent la métropole? Et ma deuxième question, c'est dans le cadre du plan national de restauration des aires marines protégées, qui sera mis en œuvre au 1er septembre 2026, est-ce qu'il y a déjà des choses qui pourraient nous convenir ou est-ce que c'est mal amené ou, voilà, ou c'est mal en point? Voilà. Merci Sandrine. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ou je passe la parole tout de suite à Mathilde et Gauthier? Donc, il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Ben, Mathilde, ou Oui, Gauthier, organisez-vous. peut-être que je réponds à, je me suis noté un point que je notais dans le Vas-y. chat sur la Polynésie et les annonces polynésiennes et voilà, la manière dont on peut les analyser. Et juste sur le Parlement de la mer aussi, Bernard, tu t'avais posé la question au début et pour l'instant, j'y avais pas répondu sur la manière dont on analysait aussi cette initiative. Pour commencer par ce dernier point, juste parce que c'est rapide, sur le Parlement de la mer. Bon, c'est une initiative qui est bonne à prendre. C'est bien que les parlementaires se mettent ensemble pour travailler en coalition et échanger. Nous, on l'a fait d'un point de vue écolo. Ça, je pense, que c'est intéressant pour les différentes personnes. Il y avait pas mal de parlementaires écologistes d'un petit peu partout en Europe qui étaient présents à l'UNOC. Et donc, c'était l'occasion d'échanger aussi sur nos politiques locales. Et c'est donc des personnes qui, à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, travaillent sur les questions des océans, notamment des Danois et des Suédois. Parce qu'on a vu, là on a parlé ce soir du Danemark, et ce que disait le collègue danois, c'était que bon, c'est bien les annonces du Danemark, mais en fait ils sont dans une situation où ils ont tellement pillé leurs ressources et il reste tellement peu de choses qu'en fait oui, ils peuvent mettre en place de la protection stricte, oui, ils peuvent mettre en place des interdictions de chalut dans certaines zones. Et la Suède, c'est pareil. Mais en fait, c'est parce que leur pêche, elle s'est effondrée aussi et que en fait les plans de casse d'une partie de leur pêche au chalut rendent ça possible puisque certains bateaux ne peuvent plus partir en mer puisqu'il n'y a plus de pêche. Enfin, il y a plus de ressources. Donc c'est en fait, d'ailleurs c'est l'un des points sur lesquels c'est très important de revenir. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit et ce qu'on essaye de porter, c'est pour justement permettre une transition qui soit juste, plutôt que d'une transition qui se fera parce que les ressources ne seront plus suffisantes pour permettre à tout le monde d'en vivre et donc subi. Donc voilà, donc juste pour revenir sur le Parlement de la mer, oui, après ça a été quand même un peu. J'étais pas moi à l'heure et demie de débat qu'il y a eu avec les parlementaires. C'était 1 heure et demie, un dimanche de 9 h à 10 h 30. Je trouve que c'était un peu léger pour mettre en place une véritable coalition entre parlementaires. En tout cas, nous, on continuera avec les parlementaires écolos à travailler ensemble et ça nous a aidé à nous mettre en réseau aussi pour pouvoir échanger sur ce qui est mis en place à l'échelle locale partout et de pouvoir avoir aussi une analyse critique des décisions qui sont prises et annoncées par les gouvernements en termes d'objectifs, voilà, par cette analyse fine de partis écologistes locaux. Sur ta question, Sandrine, donc, en effet, enfin, cet objectif de 4-14 là, sur la protection stricte, c'est avant tout par les territoires, enfin, par la Polynésie, mais en fait, 4% en protection stricte, pour l'instant, c'est même pas un objectif qui est atteint. Enfin, on parle, c'est 4% d'aires marines réellement protégées dont on parle. Et réellement protégées, ça veut dire dans lesquelles on aurait une interdiction de pêche au chalut dans certaines zones et de la protection stricte dans certaines autres zones. Mais en fait, interdire juste la pêche au chalut de fond, c'est ce que disait Gauthier, dans des aires marines protégées, ça devrait être juste. Enfin, c'est l'un des critères pour que cette zone, elle puisse être même une aire marine protégée, c'est qu'il n'y ait pas d'activité industrielle qui soit menée.
Donc en fait, encore une fois, là, en fait, on joue sur les chiffres, mais la réalité, c'est le chiffre qu'il faut retenir, c'est 0,1% des aires marines réellement protégées sur les territoires hexagonaux. Après, en Méditerranée, il y a des exemples qui fonctionnent d'aires marines protégées. Il y a Banioul, il y a l'aire marine à côté de Saint-Raphaël aussi, qui a été pas mal mis en avant ces derniers temps et qui est en fait un cantonnement de pêche qui a été mis en place par les pêcheurs eux-mêmes et qui est aussi du coup un exemple intéressant voilà, de comment, lorsque notamment les pêcheurs participent à ces initiatives, ben, ça peut fonctionner et qu'ils y ont un intérêt. Donc en Méditerranée, il y a quelques petits exemples comme ça d'aires marines protégées qui fonctionnent bien et sur lesquels il faut pouvoir s'appuyer, mais qui restent encore voilà, trop petites pour qu'on puisse. Le parc des Calanques, il y a aussi des choses qui sont très intéressantes qui sont menées. Nous, je pense qu'en tant qu'écologiste et présent dans les conseils conseils maritimes là, de façade localement, c'est des choses qui seront intéressantes de continuer à porter, de pouvoir s'appuyer sur ce travail qui est mené du national au local pour pouvoir continuer à porter ça aussi dans la perspective des prochaines élections. Voilà. Et juste je sais pas si j'ai répondu exactement à ta question, Sandrine, sur les. Oui, merci. En fait, voilà, quand on parle de 4% à 14% cette année, ça ne concerne pas le territoire de la métropole, en fait. Ça concerne Je peux plutôt. compléter. Oui. Ouais, en fait, il faut faire vraiment attention avec ces chiffres. Il faut faire très très attention. La France, elle a son objectif de 30% d'aires marines protégées. Elle est à plus, elle est à 33%, elle était avant l'UNOC, elle est désormais à 78%, puisque toute la Polynésie française est passée en aires marines protégées. Donc là, on vous dit qu'il y a 78% d'AMP. En réalité, les 80% de la ZE de la Polynésie française sont pas considérables comme une aire marine protégée, parce qu'il figure un certain nombre d'activités qui ne sont pas euh, euh, comment dire qui ne devraient pas avoir lieu dans des aires marines protégées. Donc déjà, on a ce chiffre global. Et ensuite, sur la protection forte, il y a 4% en métropole, c'est de la protection forte et pas stricte, c'est ce qu'on disait. Donc où ils vont protéger que le fond. Euh, et ils arrivent effectivement à 15% de protection stricte. C'est là qu'on l'a fait quand même rentrer dans le langage. Mais comment ils y arrivent? Grâce aux 900 000 aux 900 000 kilomètres carrés en Polynésie française, grâce aux zones en terre arctique et australe française qui correspondent à de la protection stricte. Donc on est sur un peu le même registre. Outre-mer, parmi les plus grandes aires marines protégées au monde, là où il y a très peu de pression, donc c'est facile de faire du no-take, donc là où il y a aucune activité. C'est comme ça qu'ils y parviennent. Et en France, ce sont des confettis qui marchent très bien. Je prends l'exemple de Cerbère-Banyuls, dont le périmètre va être étendu. Les zones de cantonnement halieutique, les zones de cantonnement de pêche qu'évoquait Mathilde. Mais on reste sur un chiffre qui est inférieur à 0,1% en métropole de protection stricte effective. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on dit que la France a 15% de protection stricte, c'est tout en outre-mer. Donc, ils échouent à en faire en métropole. Donc voilà, vraiment faire très très attention là-dessus parce qu'en fait, ils jouent sur les chiffres, on l'a vu dans le dossier de presse de la communication, et ça ne devient lisible pour personne. Ça, c'est aussi un gros problème, c'est que la politique n'est pas lisible, pas compréhensible. Mm. Et juste pour rajouter, en fait, nous, du coup, ce qu'on demande, c'est que on ait des aires marines protégées en métropole sur ces différentes façades. Et ça peut être des petites aires marines protégées, mais vraiment sur sur toutes les façades, parce que c'est comme ça qu'on protège une multitude d'écosystèmes. Et en fait, protéger cette multitude d'écosystèmes, c'est aussi lui permettre d'être plus résilient face aux pressions. Voilà, quand on a un écosystème avec une biodiversité qui est en bonne santé, ben, elle est plus résiliente face au changement climatique, face aux espèces invasives, face à toutes les pressions en fait qui peuvent s'exercer sur elle. Et donc c'est important d'avoir ces écosystèmes qui soient différents, certains proches des côtes, certains plus loin, euh, voilà, à des profondeurs différentes, avec voilà, que tous ces écosystèmes-là ils puissent être pris en compte. Et puis après, ce qu'on dit, c'est bah, mettons en place des vraies aires marines protégées. Si dans certaines zones, on se rend compte qu'elles ne fonctionnent pas bien, que le bénéfice est moindre, ben, on n'aura qu'à déclasser cette zone et en reclasser une nouvelle. Mais en tout cas, il faut qu'on avance avec plus de zones sur le territoire métropolitain. Et juste un point sur la Polynésie française, parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, et après, je vous repasse la parole, Bernard et Mika.
Sur la Polynésie française, pour en avoir discuté, je voyais dans le chat le fait que ce soit donc le président polynésien indépendantiste qui a fait ces annonces. Et j'étais pendant l'UNOC avec des autonomistes polynésiens qui étaient pas très contents, donc les autonomistes qui sont voilà, les opposants, disons, aux indépendantistes qui, eux, n'étaient pas très contents des annonces. Mais pour certaines des mesures, je pense, à raison. En tout cas, la présentation et les discussions que j'ai eues avec avec eux étaient assez intéressantes sur le fait qu'en fait, dans un certain nombre de territoires, ils avaient décidé, il y avait eu toute une concertation locale sur la mise en place de différents niveaux de protection en fonction de la proximité aux côtes notamment, et notamment enfin pour, entre certaines îles, permettre à ce que les bateaux de pêche industriels ne puissent plus passer et qu'en fait ces zones-là elles soient réellement protégées. Et ça n'a pas été pris en compte dans les annonces qui ont été faites par le président polynésien. Donc voilà, il y a quand même certaines inquiétudes sur certains territoires où ils avaient mené un vrai travail de concertation aussi pour protéger leurs aires et qui n'ont pas été complètement prises en compte par les annonces du président polynésien. Et voilà, et je pense que vous avez sans doute entendu parler du fait qu'il y ait il y a eu plusieurs personnes qui se sont mis en grève de la faim en Polynésie pour protester contre les annonces, enfin un monsieur notamment, pour protéger contre les annonces du président polynésien. Et ils se sont mis en grève de la faim, pas parce qu'ils n'étaient pas contents des aires marines protégées, mais parce qu'ils trouvaient qu'elles n'étaient pas suffisantes et elles répondaient pas à ce que eux voulaient pour leur territoire en termes de protection. Donc, voilà, je pense qu'il y a aussi là encore des choses à pouvoir analyser avec les collègues polynésiens. Mais en tout cas, je pense que ça montre aussi, et je pense que c'est un des points, je trouve intéressant que ce soit avec les autonomistes ou les indépendantistes polynésiens à discuter. C'est en fait que le consensus en Polynésie, il est sur le fait d'avancer sur la protection. Et après, la question, c'est à quel niveau et où et comment on la met en place. Mais c'est aussi très intéressant de pouvoir échanger avec eux sur la manière dont les pratiques autochtones, les pratiques traditionnelles de Raoui, par exemple, sont encore bien présentes dans les territoires, sont encore des choses qui sont bien acceptées et bien respectées par les populations. Et voilà, c'est des techniques qu'on a peut-être plus perdues en métropole, mais sur lesquelles c'est important de revenir et de s'appuyer sur cette expertise de peuples et de populations qui les mettent encore en voilà, qui continuent à respecter ces cales qui sont aujourd'hui fonctionnelles et de protection de Merci. la biodiversité, quoi. Voilà, lier les deux. Merci. Alors, Euh, je vais. Bernard, tu as une question? oui. Je te laisse poser ta question. S'il Ouais, y a une femme qui pose en une fait, j'ai question. deux questions, puis une précision. Juste le RAWI, donc avec la commission Outre-mer, et comme Kenzie à l'époque était aussi le co-responsable de la commission des Outre-mer, nous avons organisé l'année dernière avec notamment l'un des députés polynésiens un webinaire sur le RAWI. Rappelant que le RAWI, tout le monde ne sait pas ce que c'est, hein, grosso modo, c'est une discussion avec les gens du territoire où ils habitent et c'est eux qui définissent les interdictions et parfois même des interdictions absolues. Il y a un débat interne et effectivement, dans le chat tout à l'heure, on a échangé, il y a différents débats. En tout cas, pour eux, l'océan, c'est quelque chose d'identitaire. Et donc, c'est bien plus important que cette dimension de l'économie. Et ça me permet donc d'aborder deux questions pour nos deux interlocuteurs. Je vais volontairement commencer par la dimension financière. Vous avez Madame van der Leyen, que je ne présente pas, qui a été la porte-parole d'un projet de financement à hauteur d'1 milliard du Pacte européen pour l'océan, indiquant dans les grandes lignes que l'objectif c'est de restaurer la santé de l'océan, mais ça, tout le monde parle de ça, hein. Vous savez, c'est comme le bien-être pour tout le monde, mais aussi d'accélérer le développement d'une compétitivité durable, mais aussi de soutenir le développement des communautés côtières et insulaires, de renforcer la sécurité maritime, de soutenir la recherche et de renforcer la diplomatie océanique de l'Union européenne. Alors ça m'intéressera d'avoir le point de vue de Gauthier sur le plan international de cet effet d'annonce, voire de notre sénatrice, parce que chez les écologistes, l'Europe, c'est une dimension extrêmement importante. Et donc, on pense qu'on ne peut pas faire les choses non plus sans l'Europe. Et ma deuxième question, qui est en deux points, par rapport à notre sénatrice,
moi, j'aurais aimé savoir quels étaient les arguments qu'ont déployés les sénateurs de droite pour s'opposer à ce texte. Est-ce qu'ils en ont vraiment exprimé? Et un point volontairement qui pourrait paraître pour les non-sachants contradictoire, mais est-ce qu'on peut trouver parmi les pêcheurs des alliés? Et je parle d'autant plus à Mathilde que pour ceux qui ne le savent pas, elle est petite fille de pêcheurs. Donc, forcément, un sujet. Voilà. Pour nos deux invités, moi, j'avais ces deux questions. Merci Bernard. Bah, peut-être que est-ce qu'il y aurait une femme qui a envie de poser une question? On a commencé par une femme. Non, bon. Ben, peut-être que Mika, et ensuite on vous redonne la parole à tous les deux. Mika, alors Mika qui est aussi à la Transnat et qui est au bureau de la transnationale. Et là, tu nous fais froid avec ta photo, Mika, hein. Bonsoir Annie, bonsoir à toutes et tous. Effectivement, je suis désolé, je peux pas trop mettre ma caméra puisque je suis dans le noir. Mais juste une question en prolongement de celle de Bernard à l'instant, en mettant ma casquette de spécialiste de l'Antarctique cette fois-ci. À partir du moment où justement la pêche dans les TAF représente 75% en valeur de la pêche de la Réunion et 25% en valeur de la pêche nationale, est-ce que vous pensez, quand on voit toutes les problématiques qu'il y a à la CAMLAR, alors pour ceux qui ne connaissent pas la CAMLAR, c'est la commission de gestion des aires marines, pardon, des aires marines, oui, d'accord, mais surtout des ressources marines vivantes de toute la zone de l'océan Australien Antarctique. Bref, quand on voit la situation de blocage à la CAMLAR et quand on connaît cette réalité économique sur la Réunion et au niveau national, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut trouver un moyen d'empêcher Macron de faire du greenwashing avec la question de l'instrumentalisation des AMP dans les TAF? Euh, Je précise que c'est une question sincère et pas une question vouée à créer de la polémique, hein, sincèrement. eh ben, écoutez, je vais laisser répondre Mathilde et Gauthier, puis ensuite on aura deux femmes, on aura Guillemette et Françoise, si ça vous va. Allez-y. Super. Super. Euh, Mathilde? je commence, je te laisse ensuite Gauthier. Donc, juste, je me suis rendu compte qu'il y avait un point sur lequel je n'avais pas répondu de la question précédente de Sandrine sur la stratégie AMP 2026 et ce qu'on pouvait en attendre aussi de ces stratégies. Et voilà, c'était un point important aussi. En fait, la France, et puis ça fait un lien avec la question européenne, parce que on a des analyses risque-pêche qui sont menées sur les territoires et qui sont censées nous permettre aussi d'identifier des zones qui seraient à protéger. Et c'est l'un des points sur lesquels Emmanuel Macron, le gouvernement et Agnès Pannier-Runacher étaient revenus en disant, bah, on va attendre que ces analyses risque-pêche soient terminées, et puis ensuite, comme ça, on pourra protéger peut-être des nouveaux territoires. Ce qui, sur le papier, est très bien, d'avoir ces analyses qui soient bien menées. La question, c'est ensuite le poids de la concertation avec les acteurs locaux et notamment les comités des pêches sur cette question de l'analyse risque-pêche. Et en fait, nous, on a eu quelques alertes sur le poids que pouvaient avoir ces comités régionaux dans les conclusions finales qui seront rendues sur ces analyses risque-pêche ou sur l'analyse des décisions qui devront ensuite être prises et donc, ce sera quelque chose qui sera à suivre de très près. C'est bien qu'on ait des analyses risque-pêche, c'est bien qu'elles soient menées. Pour en avoir discuté à l'OFB, avec l'OFB en off, ils n'étaient pas sûrs que toutes les analyses risque-pêche puissent être finies dans les temps. Et c'était aussi l'une des problématiques pour eux. C'est aussi une question de moyens pour eux, d'avoir voilà, les moyens de faire ces analyses, d'avoir les moyens de les mener. Donc, en tout cas, ce sera un des points à suivre de très près au fur et à mesure que ces analyses risque-pêche finiront d'être voilà, d'être faites. Sur l'Europe et la compétitivité, bon, sur les annonces d'Ursula von der Leyen, moi, je les ai pas trop analysées à l'échelle européenne, donc je serais pas vraiment pas capable de très bien, de vraiment, ouais, d'analyser ce milliard investi et ce que ça représente. Après, il y a quelques signaux d'alerte quand on parle de la compétitivité européenne.
Ça permet de te faire le lien, Bernard, avec ta question sur quels étaient les arguments qui m'étaient opposés. En fait, l'argument, c'est un peu toujours le même que celui de ceux qui s'opposent à la défense de l'environnement. C'est celui d'une compétitivité, du fait qu'on fasse peser des contraintes trop importantes sur les activités économiques. Sauf que peut-être que sur Terre, on peut en partie, enfin, en tout cas, ce discours-là sur Terre, de toute façon, on le conteste aussi. Mais en mer, la contestation, elle est encore plus importante parce qu'en fait, parler de compétitivité, parler du fait que on va avoir des bateaux toujours plus puissants, qui vont pouvoir pêcher toujours plus en consommant de moins en moins de ressources. Mais en fait, ça fonctionne pas si on pêche trop, puisque on pêche une ressource qui est sauvage et donc qui, lorsqu'on la surpêche, ben, va diminuer. Et en fait, j'ai l'impression que le logiciel de la pêche industrielle, il a du mal, de la pêche industrielle, mais en fait, c'est un peu un résumé de dire ça, mais en fait, c'est de la filière pêche qui va de la pêche industrielle aux distributeurs, aux supermarchés, voilà, qui vendent du poisson. Enfin, c'est toute une filière. Et ils ont du mal, je trouve, à inclure cet élément en considérant qu'en fait, est-ce que le changement climatique va avoir un effet néfaste sur nos ressources? Est-ce que la surpêche aura un effet néfaste? Ils ont du mal à l'intégrer dans leur, voilà, à l'intégrer dans leur logiciel. Donc, c'est de nous dire, bah oui, mais en fait, du coup, on restreint nos zones de pêche et donc, on va pêcher moins. Et donc, en sortant du chalut aussi, on aura moins de volume pour la pêche, enfin, pour les criées, on aura moins de volume pour alimenter nos supermarchés. Et donc, du coup, ce sont des pêcheurs, des pêches internationales qui alimenteront nos supermarchés. Mais la réalité, c'est qu'en fait, on est déjà dans une situation où si on prend le niveau de thon, par exemple, aujourd'hui dans les eaux françaises par rapport à ce qu'ils étaient au niveau dans les années 1900, ben en fait, on est à 1 ou 2% de ce qu'il y avait en 1900. Et il y a des études de chercheurs qui montrent que, par exemple, ils ont fait des analyses sur le Royaume-Uni et qu'en fait, au Royaume-Uni, dans les années 1880, on pêchait le volume débarqué, il était 5 fois supérieur à ce qui est débarqué aujourd'hui. Donc en 1880, donc on était sur des pêches avec un peu au charbon et à la voile. Et que si on prend l'effort de pêche, donc l'énergie qui est dépensée pour pêcher 1 kilo de poisson, c'est 17 fois moins qu'on pêche aujourd'hui qu'en 1880. Donc en fait, le logiciel qui est utilisé, il est pas le bon. Et tu disais, Bernard, que j'étais petite fille de pêcheur, mais en fait, si on prend, enfin, pour moi, c'est illustré par l'histoire même de ma famille. C'est-à-dire que mon arrière-grand-père, il pêchait du thon, il vient de Concarneau. Concarneau, c'était des thoniers. Il pêchait du thon sur des bateaux à voile et il les pêchait au gros, donc à la ligne. Et ils arrivaient à en vivre. Et mon grand-père, lui, donc entre les années 1850 et les années 1880, enfin, pardon, 1950 et 1990, ils sont partis de la pêche au gros, donc encore une fois à la ligne, à la pêche à la seine plus industrielle ensuite. Mais en fait, si on regarde les quantités qui étaient pêchées, les volumes qui étaient pêchés avec cette pêche très sélective au gros, et puis à la Seine ensuite, en fait, je suis pas sûre qu'on soit sur des quantités et des volumes pêchés beaucoup plus importants, malgré l'évolution des techniques de pêche. Donc en fait, on se retrouve dans des pêches qui sont toujours plus industrialisées, toujours plus technologiques, pour pêcher toujours les mêmes quantités de poissons. Donc en fait, on est en train d'épuiser petit à petit toujours plus la ressource. Voilà. Donc c'est vraiment pour répondre à cet argument qui nous est toujours opposé de la compétitivité. Et, euh, et voilà, je pense que je m'arrête là. Je te passe la Merci parole, Gauthier. Mathilde. Gauthier, Mm. tu... Merci Mathilde. Ouais, je réponds brièvement aux deux questions. Peut-être d'abord brièvement sur le Ocean Pact et cette annonce de la commissaire européenne Ursula von der Leyen. Il y avait une attente de beaucoup de monde d'avoir un pendant du Green Deal et un Blue Deal. Aujourd'hui, le pacte européen n'a rien de contraignant. C'est la principale critique qui lui est faite. Il n'y a pas de cible et d'objectif clairement définis. La dimension climat est très faible. Le montant financier annoncé, c'est aussi là qu'il faut faire très attention à ces annonces politiques parce que souvent en fait c'est
j'ai envie de dire du recyclage ou en tout cas la somme de montants qui sont déjà sur les étagères est déjà dépensée, donc à prendre avec des pincettes. Il est néanmoins question d'une loi océan qui vienne compléter ce Oceans Pact. Donc on verra ce qu'il en est. Ça c'est à suivre au niveau européen en espérant qu'il y ait une dimension contraignante qui vienne. Sachant que là, le gros sujet au niveau européen qui s'applique à la France, c'est le plan les obligations en matière de restauration de la nature. Et c'est ce qu'évoquait Sandrine dans son document. Et la France qui, dans son message, et la France qui va avoir un objectif, qui va devoir restaurer 30% de ses écosystèmes marins. À voir comment elle le fait, de manière passive, de manière active. C'est encore un autre débat qui s'ouvre. Pour répondre à la question de Mika, c'est une question vraiment difficile. Et je vais tenter d'y répondre sans avoir l'air de faire preuve d'une analyse de comptoir, mais la pêche française, elle est face à une crise multifactorielle. Et la pêche mondiale, elle est en crise depuis les années 90. L'effort de pêche n'a fait que croître depuis la Seconde Guerre mondiale, avec les évolutions technologiques. D'abord avant la révolution industrielle, puis ensuite l'apparition de tout ce qui est numérique. L'effort de pêche s'est considérablement accru, tandis que les prises, elles, ont stagné, voire décru depuis 1990. Il faut savoir qu'on est au même niveau de prise depuis 1990 et à aujourd'hui. Donc ça fait 30 ans qu'on a le même niveau de prise alors qu'on progresse sur la technologie et qu'on a une intensification de l'effort de pêche. Ça s'explique par bien des facteurs, mais d'abord par la surexploitation des ressources, par le biais qu'on pêche le poisson de plus en plus petit, de plus en plus tôt dans la chaîne alimentaire, qu'on pêche de plus en plus toute la chaîne trophique, et on s'est étendu des petits poissons à leurs prédateurs ou des prédateurs vers les plus petits poissons de la chaîne trophique. Les poissons n'ont plus le temps de se reproduire. Il faut savoir que, à l'inverse de, je sais pas, d'une biche ou d'une vache, plus le poisson vieillit, plus il va pondre d'œufs. Donc, plus vous laissez vieillir le poisson, plus vous laissez le temps à la ressource de se reconstituer. Sachant qu'ensuite, le nombre de poissons qui éclosent au final est conditionné par le milieu. Or, en parallèle, vous avez le milieu qui évolue très rapidement à cause du changement climatique. Et ce qu'on est en train de comprendre, c'est que même dans les endroits où on est en train de faire en sorte de restaurer les stocks de poissons, la politique commune des pêches a eu des progrès en matière de gestion des stocks. Elle est très très imparfaite, mais ça a permis de progresser. Pour autant, les poissons ne reviennent pas. Et là, les pêcheurs sont face à une inconnue, mais une inconnue qu'ils ont du mal à palper, mais dont ils connaissent le nom, c'est le changement climatique et ses impacts sur la biodiversité. Des impacts, par exemple, sur le phytoplancton, dont la quantité est moindre et donc dont les poissons, qui est le premier maillon de la chaîne alimentaire. Donc, il y a plein de raisons à ça. Et pourtant, face à l'ensemble de ces crises, viennent s'ajouter sur le territoire national différentes crises auxquelles est confronté le monde de la pêche. Il y a la crise du gasoil, encore qui sont très subventionnés et extrêmement dépendants des subventions. Il faut savoir que au début des années 2000, le secteur de la pêche française, en 2008, débarquait en valeur autant qu'il recevait de subventions de l'État, donc à hauteur de 800 millions d'euros. Donc il faut imaginer un système sous perfusion. Euh, et des crises comme le Brexit avec des modifications de droits de pêche, l'éolien en mer où ils ont cru longtemps ne pas pouvoir pêcher, finalement ils vont pouvoir pêcher et en plus ils vont profiter d'une manne qui est la taxe éolienne en mer, mais les aires marines protégées aussi et ça rejoint une question dans le chat qui était de comment est-ce qu'on crée les aires marines protégées. La France a fait très vite beaucoup d'aires marines protégées pour atteindre des chiffres quantitatifs en disant aux pêcheurs ne vous inquiétez pas, vous pourrez y pêcher. Et aujourd'hui, sous la pression des scientifiques, des associations environnementales, la pression publique qui démontre que les aires marines protégées à la française n'interdisent pas, pour 80% d'entre elles, n'ont pas de réglementation différente entre l'extérieur et l'intérieur, ils voient venir le prochain coup de bâton derrière la nuque, si je puis dire, qui est que ils ne pourront plus pêcher de la même manière dans ces aires marines protégées. Alors ils sont face à des crises concomitantes, mais attention, le monde de la pêche, c'est pas le monde de l'agriculture. Et les pêcheurs arrivent quand même à plutôt bien vivre, plutôt correctement vivre de leur métier, même si pour beaucoup c'est difficile, mais on est sur un secteur qui génère des revenus quand même. C'est une question. Et enfin, et malheureusement, donc une fois qu'on a dépeint ce tableau, la question de Mika. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de changement? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de transformation? Bah, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Récemment, le président de la République avait demandé aux pêcheurs de faire un contrat de transformation de filière lors des assises de l'économie de la mer il y a 2 ans. Un engagement des pêcheurs à transformer le secteur et à s'adapter aux défis contemporains.
C'est devenu un contrat stratégique de filière qui a été rédigé par le comité des pêches, tamponné par la ministre, mais qui n'a pas été rédigé par le ministère, hein. Et ce contrat de filière n'a rien de transformatif. Si vous lisez le contrat de filière, le mot changement climatique est absolument absent. Il n'y a pas le mot changement climatique dans ce contrat qui envisage les évolutions du secteur de la pêche française dans les prochaines années. Donc ça montre qu'on est face à une certaine inertie du secteur et qu'en parallèle, en face, on a un politique qui, lui, échoue. Alors, pour diverses raisons, parce que il y a l'absence peut-être de volonté de certains représentants du secteur. Il ne faut pas parler de l'ensemble du secteur, hein, parce qu'ils n'ont peut-être pas le temps, les services de l'État, parce qu'ils gèrent bien d'autres problèmes et qu'il y a des sujets d'ordre public afférents, etc. Mais on n'a pas de vision de où va le secteur de la pêche en France aujourd'hui. Il n'y a pas de vision. Ça, c'est un constat. Et donc, du coup, malheureusement, on peine à s'adapter. Et on peine d'ailleurs à dialoguer, nous, acteurs environnementaux, avec les représentants du comité national. Voilà. Donc voilà. Et je conseille vraiment La pêche écologique pour une pêche vraiment durable de Didier Gasquel, exactement le livre que Bernard Martin met dans le chat, qui dépeint voilà une vision de ce que pourrait être une pêche durable, de comment est-ce que justement on pourrait transformer le secteur. En fait, le souci qu'on doit tous avoir, c'est comment est-ce qu'on va continuer de pêcher parce que ça génère des revenus à l'échelle des territoires. Comment est-ce qu'on va maximiser l'utilité économique et sociale de la pêche tout en minimisant son impact environnemental? Et là, spoiler, évidemment, la grosse pêche industrielle n'est pas celle qui génère le plus de retombées économiques sur le territoire, qui génère le plus d'emplois à bord. C'est pas celle qui a l'impact environnemental le plus vertueux, même si c'est pas nécessairement la pire. Et small is not always beautiful, comme on le dit. Il faut faire très attention. C'est un monde qui est très complexe, donc c'est difficile, voilà, d'avoir une réponse unique. Mais voilà, voilà, le défi de l'adaptation du secteur de la pêche en France, c'est aujourd'hui, voilà, il est aujourd'hui incontournable. Sachant que à la fin, ça représente une dizaine de milliers de pêcheurs. C'est pas non plus, voilà, c'est pas le premier vecteur d'emploi en France. Merci, merci Gauthier, merci Mathilde. On va finir par Guillemette d'abord et ensuite Françoise. Hein. Guillemette, à toi. Ouais, oui. Vous me voyez? Ouais. Eh ben, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour ce webinaire. Désolée d'être arrivée en retard. C'est vrai que j'ai loupé tout ce que vous avez pu dire d'intéressant au début. Il y a, je sais pas, quelque chose comme 15 jours, 3 semaines, l'association Bloom est venue dans la ville où j'habite, à Boulogne-sur-Mer, est venue montrer ses documentaires et a fait un colloque. Voilà, il y a eu une discussion après sur place. Et alors, entre autres, ce que j'ai appris avec eux, euh, c'est que tous ces gros bateaux, ben, c'est des bateaux néerlandais avec différentes sociétés, mais qui marchent toutes ensemble, hein, qui seraient en fait un groupe non déclaré, et qu'ils ont très très bien compris qu'ils vont épuiser les fonds. Ont très bien compris qu'il y aura plus de poissons, mais pour eux, c'est pas du tout un problème. Ils sont en train de rafler tout ce qu'ils peuvent de subventions publiques, de l'Europe, de partout. Et dès qu'il y a plus de poissons, dès que ça marche plus de poissons, ils partent dans l'immobilier avec tout l'argent qu'ils ont pu obtenir. Bon, pour faire vite, quoi, j'ai un peu caricaturé le truc, mais un peu simplifié. Voilà. Et il y a donc cette dimension-là. Est-ce que vous êtes en rapport avec eux, vous discutez avec eux? Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'ils disent, justement? Merci Guillemette. Françoise, à toi. Oui, merci. J'ai pas de caméra pour le Zoom là sur le téléphone. Donc excusez-moi. Bonsoir à tout le monde et merci pour toutes ces informations. J'habite à Sète, donc Sète qui était la capitale à une époque des thoniers sur la Méditerranée, qu'il est toujours en partie. Et donc on s'est beaucoup occupé, le groupe écologiste s'est beaucoup occupé de ça à une époque. Un peu moins maintenant parce qu'on est débordé par d'autres questions dans la ville et plus autant sur les thoniers qui continuent évidemment à partir mais qui partent un mois et qui ont leur quota, etc.
La chose qui me paraît importante, c'est quand je crois que c'est la question justement sur qui on peut s'appuyer, parce que c'est vrai que tous les petits artisans, les petits métiers, comme on les appelle ici, ne sont pas parfaits, mais quand même, mais quand même. Nous, on a beaucoup travaillé avec eux et certains avaient essayé de créer un syndicat des petits métiers à 7, ce qui était très très important parce que sinon, évidemment, nous, les tonniers étaient quand même des mafieux, hein. Mais vraiment, 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 ils ont fait vivre la ville de Sète avec une fortune, avec ce qu'ils pêchaient, etc. Ils essayent de. Il y a eu des bagarres aussi avec les chalutiers et les petits artisans. Mais donc, je crois qu'on a quand même nous, enfin, on s'était beaucoup appuyé là-dessus. Et évidemment, en fait, le copain qui avait créé ce syndicat a été floué par le distributeur, ceux qui font les quotas. Et l'autre jour, il y a eu une émission donc avec ce cher Macron qui racontait tout ce qu'on veut. Bref, il y a eu un petit extrait où il y avait justement des tonniers de 7 et les petits métiers qui, quand même, un a dit « Ah, mais quand même, nous, on a des problèmes. » Et ils ont des problèmes parce qu'on ne leur donne pas les quotas. On distribue les quotas aux plus gros, évidemment. Et il y a des pressions énormes. Nous étions allés avec un pêcheur, un prud'homme, à l'Europe. Et ce qui est très, très grave, c'est qu'effectivement, il n'y a que les gros pêcheurs qui se retrouvent à l'Europe pour discuter et les syndicats, les petits métiers n'existant pas et les petits métiers n'étaient pas reçus. Donc maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là, mais je pense que d'une part, c'est vrai qu'il faudrait essayer de lancer les choses sur les petits métiers qui sont sans doute mieux organisés sur la façade atlantique, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. La deuxième chose, c'est par rapport au poids économique. Effectivement, il n'y a pas un poids économique énorme, mais c'est extrêmement important d'avoir une pêche, des activités de pêche pour défendre le littoral et pour essayer de contrer aussi, ça a l'air idiot, mais chez nous on le voit, la spéculation immobilière et le tourisme à tout va, qui sont en concurrence avec la pêche et qui, malgré tout, la pêche et les petits pêcheurs entretiennent la biodiversité et entretiennent la faune et la flore, alors que ça soit le tourisme ou la spéculation immobilière, c'est aussi destructeur que les tonniers. Voilà, donc je défends les petits métiers. Merci. Merci Guillemette, merci Françoise. Je vais laisser Mathilde et Gauthier répondre. En même temps, si vous voulez faire une petite conclusion, et ensuite Bernard, et puis après on se laissera. Mais en tout cas, merci, hein, c'était vraiment super. C'est très technique, c'est très... voilà, mais en tout cas, merci. Merci à vous. Je vous laisse la parole, Mathilde. Merci. J'ai commencé la dernière fois. Est-ce que tu veux commencer cette fois-ci, Gauthier? Allez, Oui, je te Gauthier. laisserai l'honneur de conclure, Mathilde. Je vais répondre très brièvement. D'abord sur Bloom, on a évidemment des liens avec eux, hein. On travaille avec eux, voilà, avec un certain nombre d'ONG. On ne partage pas les méthodes de Bloom ni l'approche, mais il faut reconnaître à Bloom à la fois sa force de frappe et sa capacité à mettre un sujet à l'agenda. Donc, comme vous le disiez, avec notamment des films très intéressants. Ensuite, sur la question de les petits pêcheurs. Non, je vous rejoins évidemment. Mais voilà, on entend par exemple dire que si on sort des gros chalutiers, il faut aller vers des petits pêcheurs, des petits fileyeurs. Attention, ce dont on est en train de se rendre compte en mettant des caméras sur les bateaux, c'est que les fileyeurs font énormément de captures accidentelles, ont un impact très conséquent sur la biodiversité. Aujourd'hui, on ne le mesure pas parce qu'on n'avait pas les moyens, mais on risque de découvrir que c'est également un gros problème en matière de biodiversité dans les prochaines années. Donc, en fait, c'est un débat qui est très, très, très complexe. Pour savoir à qui s'adresser, même sujet, avec le comité des pêches qui centralise un peu toute la représentation. C'est difficile de vous donner des organisations qui sont représentantes des petits pêcheurs et qui sont capables de représenter beaucoup de petits pêcheurs. Alors vous avez des individus comme Charles Brenne et là son projet Mer de Liens qui va représenter un peu de monde, qui est très intéressant. En Méditerranée, il y a Benoît Guérin aussi qui est très intéressant. Il y a les Ligneurs de la Pointe de Bretagne qui sont une association aussi qui représente voilà c'est les ligneurs mais avec une position sur le chalut intéressante. Vous leur poserez la question. Et puis
Je pense à ce qui se fait en Méditerranée qui est absolument exemplaire, ce sont les prud'hommes, justement. Et ça c'est un sujet à creuser. Bref, c'est vraiment et encore on n'a pas abordé la pêche dans les outre-mer, qui est encore un autre sujet. Donc voilà, très 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 complexe. Bon courage pour traiter ce sujet-là. Mais en tout cas, voilà, d'un point de vue extérieur, pour conclure, je pense que la France c'est la deuxième puissance économique maritime, que le groupe écologique des écologistes, pardon, mais comme n'importe quel autre parti, ne peut pas faire l'impasse sur le sujet du maritime, de l'océan, dans ses programmes, dans ses idées politiques. Et voilà, moi je suis content de voir que c'est un sujet qui est pris à bras le corps par vous toutes et tous, et notamment celui de la pêche, mais il y en a bien d'autres. Il y a aussi l'éolien en mer. Il va arriver la question de la géo-ingénierie marine qui va être un gros sujet. Est-ce qu'on fait des expérimentations à grande échelle pour capter du carbone en mer et atteindre nos objectifs climatiques? Voilà, donc il y a plein de sujets, mais je reste à votre disposition pour y répondre. Vous aurez mon mail et je suis ravi d'avoir pu échanger avec vous. Et je laisse Mathilde conclure, qui sera sans doute bien plus pertinente que moi. Non, non, et non, non, juste, t'as déjà dit beaucoup de choses, Gauthier. Voilà, les contacts, on a à peu près les mêmes. Peut-être juste compléter sur la difficulté, en effet, de cette représentation des plus petits métiers. Ben, les pêcheurs, c'est une activité où les petits métiers, les petits pêcheurs, ben, quand il fait beau, ils sont sur leur bateau et ils ont moins de temps à consacrer aux activités de représentation que ben, les gros armements qui, eux, donc les gros armements, en fait, c'est, on appelle un armement, c'est quand il y a plusieurs, c'est, disons, des entreprises qui ont par exemple plusieurs bateaux et donc des personnes qui sont à terre et qui font l'administratif, par exemple. Et donc qui, eux, ont plus les capacités à être présents dans les instances de décision. Et donc là, on se heurte à une difficulté qui est importante pour cette représentation des pêcheurs artisans, avec, et comme l'a dit Gauthier, en fait, lorsqu'on parle de pêcheurs artisans, petits pêcheurs, en fait, on se heurte à des questions qui sont complexes et dans lesquelles, personnellement, avec la proposition de loi, je suis pas rentrée, parce que définir ce que c'est une pêche artisanale, c'est vous demander à 10 pêcheurs, et ben, vous aurez 10 définitions différentes de ce que va être un pêcheur artisan. Est-ce qu'on le définit par les types est-ce que, par exemple, les arts dormants, est-ce que c'est voilà, est-ce que le chalut, du coup, à partir du moment où on fait du chalut, ben, c'est pas de la pêche artisanale, même si on est sur un petit bateau de moins de 12 mètres, mais qu'on fait du chalut, ben, on peut, les standards internationaux, l'UICN va dire par exemple que c'est pas une pêche artisanale, mais certains fileyeurs, comme le disait Gauthier, qui vont mettre des kilomètres de filets dans des zones qui vont pêcher. Qui vont, enfin, voilà, énormément de poissons, mais qui vont aussi représenter une difficulté très importante pour les mammifères marins. Ben, en fait, on peut peut-être pas considérer non plus que c'est une pêche artisanale. Euh, Bref, il y a donc plein d'enjeux qui se posent et qui sont assez complexes, assez techniques et peu compréhensibles pour le grand public lorsqu'on parle de ces engins de pêche. Mais en tout cas, oui, il y a un vrai enjeu et il y a un enjeu pour nous, écologistes, à soutenir les initiatives qui permettent aux petits métiers de pêche qui sont pour le coup vraiment disons, positifs, qui ont voilà, qui sont dans des démarches positives, de les soutenir. On parlait par exemple des ligneurs de la Pointe Bretagne. Bah, c'est une organisation qui permet voilà, de vraiment soutenir aussi des pêcheurs qui pêchent à la ligne, qui pêchent de manière durable. Il y en a plein, il y a plein d'autres personnes qui sont parfois très isolées et qui mènent voilà, qui sont dans des démarches positives. Et on a tout un enjeu pour nous, écologistes, à se mettre en contact avec eux localement, à ce que nos élus locaux aussi ils soient en contact avec eux. C'est aussi un moyen, et vous aurez senti dans ma présentation que j'ai pas mal mis l'accent sur le lien qu'on doit faire entre protection de la biodiversité et protection des activités de pêche. Pour nous, je pense que c'est un enjeu majeur, tout comme dans l'agriculture, à toujours déconstruire ce truc, les écolos contre les pêcheurs, les écolos contre les agriculteurs. Voilà. Il faut absolument qu'on arrive à construire un autre discours, celui qu'on travaille ensemble
voilà, pour une planète qui nous permette à toutes et à tous de continuer des activités durables et une transition juste pour s'adapter à ce changement, au changement climatique qui de toute façon aura un impact sur les rendements aussi des pêcheurs, tout comme des agriculteurs. Donc oui, on a des pêcheurs qui sont alliés. Sur la question des aires marines protégées, c'est pas super évident. Même celles et ceux avec lesquels on discute, c'est encore pas forcément très évident de leur faire sur la façade atlantique euh, accepter l'idée d'aires marines protégées, mais d'où le fait que c'est nécessaire qu'on en mette en place des petites aussi et qu'on montre qu'elles fonctionnent et qu'ensuite ça puisse être répliqué. Euh, voilà ce que je peux dire et je pense que ce sera ma conclusion tout en disant que je suis ouais, toujours à la disposition de toutes et tous pour pouvoir continuer à échanger sur ces aspects. C'était intéressant de voir qu'on avait aussi des militantes et des militants de différents groupes locaux, des élus locaux qui travaillent sur ces questions localement. Et je pense qu'on a encore, pour le coup, un travail à faire de lien pour nous, élus nationaux, grâce notamment à la commission maire et littoral de connexion avec tous ces élus locaux qui travaillent sur ces questions. Je sais que Bernard, tu travailles là-dessus depuis longtemps et on doit continuer ce travail aussi dans la perspective de 2026, des municipales, dans un certain nombre d'endroits où on aura potentiellement des candidatures écologiques. Je pense à Brest, à Lorient. Dans le nord aussi, je pense qu'à Boulogne, voilà, on va faire des propositions mais aussi en Méditerranée, que ce soit à Marseille, à Sète. Enfin, voilà, on a des écologistes qui soit sont dans la majorité, soit aspirent à y être. Et donc, il faut que nos propositions en termes euh, d'océans et de protection de ces océans, elles soient bien construites parce que je pense que c'est aussi une vraie attente des personnes qui vivent sur ces territoires. Et je laisse Bernard conclure. À toi, Bernard. Voilà. Euh, bon, merci aux personnes présentes. Hein, il y en a beaucoup que je connais là, même si on ne les voit pas. Un petit point à compléter, Mathilde, ce que tu as dit, il y a aussi des candidatures dans les Outre-mer. Et les Outre-mer, c'est l'essentiel de l'espace maritime, donc c'est extrêmement important. Et Tout à donc, je fait. fais un peu. Merci de faire ce rappel, Bernard. Voilà. Deuxièmement, par rapport à Gauthier, tu disais les partis qui font l'impasse, ben, tu prends conscience là dans cet échange que chez nous, enfin, il y a pas d'impasse. Plus que ça, pour nous, ça fait partie des grands sujets, des grandes questions, et parce qu'on a une vision de la biosphère complète. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement la terre d'un côté, la mer, l'océan, c'est un tout, et le vivant, ça demande un investissement pluridisciplinaire avec l'ensemble des acteurs et dans un cadre démocratique auquel nous tenons particulièrement chez les écologistes. Euh, il y a deux points sur lesquels je vais un peu prêcher pour la paroisse et qu'il y a une commission mer et littoral comme il y a, qui s'intéresse énormément forcément à ces sujets-là. Donc, on a une page Facebook bon là, que j'alimente, mais que j'espère qu'il y aura d'autres qui alimenteront tous les jours, parce qu'il y a énormément d'articles. Vous savez, on a parlé là de ces sujets-là, mais par exemple, la guerre, malheureusement, il y a une dimension maritime. La géopolitique a une dimension maritime qui est extrêmement importante. Les flux d'intelligence artificielle, de connexion Internet, ben, ça passe sous les océans. Donc, vous voyez, c'est très riche. Et donc, prêchant pour ma paroisse, je parle de notre page Facebook. Et puis, pour les copains, les copines, j'en parle parce que, comme je n'ai rien à gagner, donc nous avons sorti avec le professeur Chaumette un ouvrage sur le droit social maritime, le droit des marins, parce qu'il faut parler de ces hommes et de ces femmes et de ces hommes qui travaillent, qui à la fois nous nourrissent, il y a la pêche, mais les transports et l'essentiel de la mondialisation est assuré par des marins qui, lors de la Covid, ont malheureusement pour certains d'entre eux, pendant des mois, voire une année complète, et laissés sur des navires. Donc, à la fois, nous agissons pour la vie maritime, mais pour pour les femmes et les hommes qui y travaillent, et pas seulement pour ceux qui sont les plus visibles. Donc, les invisibles de la mer, c'est aussi un hommage pour eux, peut-être qu'on peut s'exprimer ainsi, et que je termine mon propos en faisant dans le chat un peu de pub pour ces deux points dont je viens de vous parler.
Merci. Merci Bernard, merci tout le monde. Alors, n'oubliez pas la Transnat, hein, qui est aussi en lien avec les autres et aussi impliquée sur tous ces sujets. Un sujet aussi qui nous tient particulièrement à cœur, mais peut-être qu'on en parlera à un autre moment, c'est l'extractivisme, parce que c'est aussi ça, les océans. Donc, mais on n'a pas eu abordé, mais en tout cas, merci à celles et ceux qui étaient là. Et merci Mathilde et Gauthier. On a été ravis de vous recevoir et Et d'être. merci beaucoup à toi, Annie, pour l'organisation. Je t'en prie, C'est Annie, c'était la Bernard. première, c'était mon premier, hein, donc voilà. Bravo. C'était top. Allez, C'est super, Annie. merci, Ouais. vous êtes gentils. Je vous souhaite une bonne soirée à toutes et tous. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao. Bonsoir. Salut.